Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. On ne sait pas grand-chose de la tribu des Fénones qui vécut dans la région qui devait plus tard devenir la Sylvanie. C'étaient des gens secrets, étranges, qui parlaient leur propre langue et avaient très peu de contact avec les autres tribus ou encore avec les nains de Zufbar, tout près de leur région. Ils n'ont rejoint l'empire de Sigmar qu'au moment de l'élargissement des frontières, c'est-à-dire bien des siècles après sa fondation, lorsque celui-ci a finalement empiété sur leur territoire. Leur langage a subsisté jusqu'à nos jours, comme une seconde langue, généralement utilisée par les autochtones, en présence d'étrangers à l'allure suspecte. Durant des siècles, les Fénones de l'Antiquité ont disposé de leurs morts dans les étendues marécageuses de la région, du marais de Bilorov au Morphène, en passant par les étendues putrides dont on a tous certainement déjà entendu parler, Elfen. Et ces rites, qui laissait les morts dans la vase des marécages, afin que nul n'ait besoin de passer sous l'arche du jardin des morts, était lié au dieu principal des Fénones, Bilorak, le dieu des marais. À l'époque où la Sylvanie faisait partie du Stirland, les populations de ces deux provinces se sont mêlées, mais les Stirlanders ont coutume de dire que le sang Fénone l'a emporté chez leurs austères cousins sylvaniens. Mais très vite, de sombres rumeurs circulèrent. On racontait que les Sylvaniens s'adonnaient à la magie. Les vents soufflent vigoureusement sur cette sombre région, et ici on ne parle pas des vents rigoureux qui descendent des montagnes du bord du monde, on parle bien évidemment des vents de magie. D'ailleurs, les demeures des nobles sylvaniens sont souvent bâties sur les sites d'anciennes pierres gardiennes, marquant des points de focalisation d'énergie magique. Et alors qu'elle luttait encore pour sa survie et son développement, la Sylvanie a terriblement souffert au XIIe siècle lorsque la peste noire, apparemment surgie de nulle part, a balayé l'Empire, annihilant des communautés entières en ne laissant que désespoir et souffrance dans son sillage. Aucune région ne fut aussi durement touchée que la Sylvanie, et pourtant, s'il faut en croire les rares archives que nous avons de ce temps, évidemment, comme par hasard, 7 habitants de l'Empire sur 10 périrent, emportés par cette insidieuse maladie. Et lors de cette funeste année, il fallut attendre l'automne pour que la véritable nature de la Sylvanie se révèle aux yeux de l'Empire tout entier. Lors de la Gemnisnacht de 1111, la nuit mystère si vous préférez, en fait le moment où les lunes du chaos sont pleines et au plus proche de la planète, eh bien ce jour-là, Morslib parut briller d'un éclat surnaturel et une pluie de malpierres s'abattit sur la Sylvanie. Les astrologues et les devins avaient prédit cette catastrophe annonciatrice de sombres présages, et vous allez comprendre assez vite. En fait, ce fut cette année-là que les premiers morts-vivants apparurent en lustrie, en fait des corps en putréfaction marqués des stigmates de la peste noire, refusaient à ce moment-là de reposer dans leur tombe, qu'elles soient aussi bien dans leur tombeau en pierre que depuis les charnières qui avaient été opérées dans les marais. Les pères décédés vinrent réclamer leurs enfants, une scène aussi étrange que même les ghouls s'enfuirent des cimetières et des caveaux, là où les morts refusaient de se tenir tranquilles. Naturellement, ce phénomène attira les Skaven qui s'y précipitèrent pour collecter le trésor tant convoité, mais même eux évitaient de s'attarder trop longtemps dans les forêts et les marais de Sylvanie, par peur évidemment des armées des morts-vivants qui éraudaient à ce moment-là. Et bientôt, des nuées de cadavres arpentèrent le pays, ne manquant que d'une volonté pour les guider. Ils la trouvèrent en la personne de Frédéric Van Hal, dont le nom fut ensuite déformé en Van Hal ou Van Hel. Frédéric Van Hal naquit dans le Westerland et était le fils d'un marin. Alors que son frère Rutger se lançait dans le commerce et prospéra très vite, Frédéric, quant à lui, fut choisi pour devenir prêtre de mort. Son éducation spirituelle le mena au théâtre des Corbeaux à Lucchini, le plus ancien temple de mort dans le Vieux-Monde. Mais la tranquille et banale vie des Van Hal fut précipitée par l'invasion des Norse, à l'époque dirigée par Snagre Dominé, et par la découverte de malversations financières impliquant le frère de Frédéric.
Les événements forcèrent la famille Van Hal à quitter le Westerland et à s'installer loin du chaos de leur ancienne vie, à Billerhof, un petit hameau sylvanien peu de temps avant que les Skaven déclenchent en effet la peste noire en 1111. Frédéric fut initialement envoyé par le temple dans lequel il était encore une fois initialement investi après la chute d'Aristide Holt, précédent prêtre découvert pratiquant la nécromancie. Et bien qu'Holt fut tué par la Garde Noire, sa bibliothèque resta cachée, mais Frédéric Van Hal la trouva et choisit d'étudier son contenu au lieu de le brûler, croyant que connaître davantage les motivations et les connaissances des hérétiques lui permettrait de mieux les combattre. Et avec le temps, le reste du temple succomba à la peste noire, laissant Van Hal comme le seul prêtre de mort encore en vie. Les habitants de Billerhof, abandonnés par leur noblesse et voyant le clergé apparemment incapable de les aider contre la maladie, se tournèrent vers des dieux plus sombres autrefois vénérés par les Fénons, y compris le dieu que j'ai mentionné au début, le dieu des marais, Billorak. Van Hal a essayé de les convaincre, en tout cas les paysans réticents, que Billorak ne leur offrirait aucune protection, mais il fut rejeté durement. Et lorsque la peste noire infecta la famille de Van Hal, son frère fit appel à un médecin itinérant pour les soigner. Les méthodes du médecin, cependant, s'avérèrent bien plus mortelles que la peste, alors qu'elle était censée la guérir. Le neveu de Frédéric, Johan Van Hal, y succomba d'ailleurs, et désespéré, sa belle-sœur, quant à elle, se suicida suite à la nouvelle de son mari décédé. Poussé au désespoir, Frédéric utilisa les connaissances interdites qu'il avait acquises grâce à la bibliothèque d'Holt pour communiquer avec son esprit parti dans l'au-delà. Et au cours de leur conversation, l'esprit lui révéla que son frère avait été tué par le médecin après l'avoir confronté au sujet de ses faux remèdes. Il s'agissait donc d'un assassinat. Et cet acte de violer le royaume des esprits avait changé Frédéric Van Hal de manière permanente. Capable de voir plus clairement la décadence et l'entropie qui avaient englouti la Sylvanie, il pouvait aussi voir les esprits agiter des morts non enterrés. De plus, son acte de nécromancie avait également provoqué un effet de vague qui fit se lever les morts et qui cherchèrent aussitôt Van Hal pour recevoir ses ordres. En effet, Van Hal était assez puissant pour ressusciter les morts sans aucun effort particulier, et après avoir découvert les limites de son pouvoir, il décida de punir le médecin et la noblesse corrompue de Sylvanie qui avait abandonné son peuple à la peste. Il tua alors le médecin avec ses serviteurs morts-vivants et façonna le crâne de sa victime en un masque pour lui-même, commençant sa conquête de la Sylvanie, se renommant à ce moment précis Van Hal. Van Hal marcha à travers la Sylvanie, considérant le fait de tuer les vivants et de les ressusciter comme morts-vivants comme une sorte de miséricorde comparée aux souffrances infligées par la peste noire. Il pensait qu'en tuant directement les habitants de la Sylvanie, il leur abrégerait des souffrances causées par cette fameuse peste noire. Mais derrière tout cela, il se trouvait que cette volonté n'était pas entièrement la sienne. Lorsque les Skaven surgirent de l'Empire souterrain pour récolter la Malpierre qu'ils avaient rituellement invoquée pour qu'elle pleuve sur la terre depuis la lune du chaos Morslib, Van Hal se mit en mouvement en ayant l'objectif de les exterminer tous, poussé en partie par sa face cachée qui n'était autre que la volonté du grand nécromancien de Nagash qui cherchait vengeance pour leur trahison d'autrefois. Et d'ailleurs, je vous recommande mon épisode sur l'histoire des Skaven qui parle de cette relation entre les Skaven justement et Nagash à un moment donné de leur histoire commune. Et dans la lutte contre les Skaven, Van Hal fut confronté par l'ambitieux nécromancien Lothar Van Diel, et il parvint d'ailleurs à le maîtriser et en fit son apprenti en échange d'une copie du Arcadis Cadon, l'un des tomes écrits par Cadon dans le but de recompiler les 9 livres de Nagash originaux. Mais plus Van Hal s'enfonçait dans les arts sombres, plus il perdait son empathie et le souvenir de la mort de sa famille devenait quelque chose d'étranger, d'éloigné, alors que l'influence du premier nécromancien s'affirmait quant à elle toujours plus fort en lui. Lorsque les Skaven du clan Mordkin le défièrent, Van Hal leva une armée de dragons zombies pour les détruire, utilisant le pouvoir accumulé depuis son siège de pouvoir au château de Van Hal-del-Schloss, lieu de convergence de la magie noire créé par Othekp, architecte en chef de Settra l'impérissable lui-même. De là, tel un point de convergence des énergies sombres à la manière de la pyramide noire de Settra,
il conjura une tempête de magie qui lui permit de faire passer le temps plus rapidement, provoquant d'ailleurs la survenue de l'Exenstag le jour du Nouvel An, plusieurs mois plus tôt, et lui permettant de lancer un rituel d'une puissance énorme. Le rituel, bien qu'apportant à Vanal une victoire définitive sur les Skaven, le laissa en revanche affaibli et dans un état de transe pendant lequel son âme visita l'autre monde, hanté par des visions de la gloire de Nagash et du pouvoir nécromantique qui se révélait à lui sous ses formes de vent de magie. Plus tard, lorsque son apprenti Lothar lui montra des revendications falsifiées du Stirland à l'encontre de la Sylvanie, il se mobilisa une nouvelle fois contre un nouvel ennemi, la province du Stirland. Vanal leva à nouveau ses armées de morts-vivants, les envoyant pour punir les vivants, utilisant d'ailleurs le corps de Lothar Vandiel comme véhicule pour sa propre forme qui était désormais affaiblie. Il ressuscita les morts de leur tombe pour conquérir les terres du Stirland, mais fut résisté par l'armée nouvellement arrivée de Mondred van Zelt, comte électeur du Middenland, et bientôt empereur comme vous le savez probablement. D'ailleurs, il avait chevauché avec ses forces pour soutenir le Stirland, et accessoirement pour venir en aide aux Sylvaniens qui étaient encore vivants et sous emprise croissante de la mort et de la non-vie. Au même moment, les Skaven, cherchant à se venger de leur défaite précédente aux mains du nécromancien, cherchèrent à frapper les deux forces pendant qu'elles étaient engagées, menant à la célèbre bataille de la Feldwald, qui vit la défaite de Vanal et sa retraite dans son corps au Vanaldenschloss, laissant Lothar Vandiel mourir. Cependant, à l'insu de Vanal, son apprenti avait survécu à la bataille. Se faufilant dans le château de son maître, Lothar Vandiel tua son maître avec une arme brandie par un serviteur mort-vivant, la même qui avait autrefois tué Nagash. Avec son dernier souffle, Vanal maudit son apprenti, promettant de réclamer sa chair pour lui-même lorsqu'il mourrait à son tour. Il fallut ensuite plusieurs siècles à l'Empire pour se remettre complètement de la peste noire. La Sylvanie, elle, ne s'en relevera jamais vraiment et acquit dans la foulée une renommée de moins en moins reluisante. La population fut réduite à 1/10 de ce qu'elle avait été et les paysans du coin devinrent réputés pour leur caractère particulièrement taciturne, tandis que les mutations et les maladies y devinrent plus fréquentes que dans n'importe quelle autre province impériale. De plus, après la Grande Peste, les morts de Sylvanie firent preuve d'une fâcheuse tendance à ne pas dormir d'un sommeil paisible dans la terre inféconde et maudite de Sylvanie. Cela a donné lieu à des coutumes locales bien spécifiques en ce qui concerne les enterrements, comme mettre les morts face contre terre pour que ceux-ci creusent vers le bas et non vers la surface en cas de réveil. Alors, dans les faits, est-ce que ça marche ? Je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt une sorte de superstition urbaine, en fait, que de faire ça. Cette situation devait pourtant profiter à ses habitants d'une manière inattendue. En 1681, lors de la Nuit des Morts sans repos, les Sylvaniens se trouvèrent particulièrement bien placés pour combattre les morts-vivants, car ils étaient bien mieux accoutumés à leur présence que la plupart des gens de l'Empire au-delà des frontières de la Sylvanie. Certains combattirent même la nécromancie par la nécromancie et on vit des cadavres se livrer des batailles dans les rues. Et tandis que le Stirland était ravagé par les morts-vivants, la plus grande partie de la Sylvanie échappait à la dévastation et elle sut exploiter la situation à son avantage en échangeant son indépendance contre son assistance dans la reconstruction du Stirland. En parallèle, la maison régnante des Van Drak avait toujours été génétiquement faible, fainéante et décadente, en somme peu incline à l'accomplissement de son devoir féodal. Et on dit que c'est la seule famille de la noblesse impériale à ne pas avoir envoyé au moins un de ses fils en croisade contre l'Arabie, et les autres nobles de la région ne valaient guère mieux en fait, parce que beaucoup étaient violents et cruels, passant leur temps à se battre entre eux au mépris de toute autorité supérieure ou à toute notion de bien commun, tandis que les autres n'étaient que des couards sans aucun goût pour la guerre, et les autres étaient des tâches dans ce qui faisait figure de noblesse. La Sylvanie sombra alors dans la honte, fui par les honnêtes gens, alors que les êtres les plus démoniaques vaquaient sans entrave à leurs occupations.
Elle devint une terre d'asile pour les sorciers et les nécromants de toutes sortes, qui pouvaient ainsi continuer à étudier la magie noire sans crainte des autorités. Parfois, une sombre rumeur attirait l'attention d'un inquisiteur ou d'un ordre de moines soldats particulièrement virulents qui se décidaient à nettoyer la forêt, les marais et la Sylvanie, certains endroits de la Sylvanie en fait. Mais la noblesse locale n'éprouvait aucun intérêt particulier pour ce genre de campagne et bien souvent son manque de coopération rendait toute tentative de purification totalement inefficace. Alors est-ce que c'est une sorte de complaisance? Peut-être, sûrement. Le reste du temps, la lente progression du mal passait complètement inaperçue. Le grand théogoniste Jürgen VI, quant à lui, appela à une grande croisade contre la Sylvanie, mais hélas, cela se passait à l'époque des 3 empereurs, tous 3 prétendant au trône, et l'Empire, à ce moment-là, était bien trop fragmenté, bien trop divisé pour répondre à cet appel. Ainsi, les Von Drack gardèrent impuniment leur suzeraineté négligente sur leur triste contrée. Puis vint une nuit d'orage lorsqu'Otto, le dernier des comtes fous Von Drack, était sur le lit de mort du château de Drakenhof, maudissant les dieux d'ailleurs de ne pas avoir de descendant mâle pour perpétuer son héritage. Otto était un homme cruel, aimant planter les têtes des paysans sur des pics à la moindre provocation, et lorsqu'il était fou de boisson, il se croyait même la réincarnation de Sigmar lui-même. Les nobles de la cour n'avaient aucun respect pour son autorité et ne prêtaient aucune réelle attention à ses ordres. La Sylvanie à ce moment-là était recouverte de conflits politiques et même armés et qui laissaient le pays dans une sorte de dépravation les plus totales. Alors que sa famille attendait impatiemment son dernier souffle, Otto jura qu'il marierait sa fille Isabella à un démon plutôt que de laisser son frère haï, Léopold, héritier de la Sylvanie tout entière. Otto avait déjà refusé la main de sa fille à tous les nobles de Sylvanie, car il les méprisait tout simplement tous. Aucun homme de bonne famille au-delà des frontières du royaume Von Drack ne voulait épouser une héritière sylvanienne, et c'est ainsi que, lorsqu'Isabella Von Drack s'agenouilla au chevet de son père mourant, elle était toujours sans époux. Dehors, à ce moment-là, le tonnerre grondait et la foudre déchirait l'obscurité orageuse. Victor Gutmann, le vieux prêtre de Sigmar, appelé pour absoudre le vieux comte, s'évanouit mystérieusement à ce moment-là. Puis, du milieu de la tempête, vint le bruit des roues et des sabots frappant le sol. Un carrosse sombre tiré par 4 puissants étalons noirs s'arrêta devant le donjon. Une main lourde frappa la porte d'un coup retentissant, et une voix fière exigea d'entrer. La porte du château s'ouvrit sur ses gonds avant qu'aucun homme d'armes ne puisse la toucher. Le serviteur se révéla, et d'un seul coup, les chiens de garde cessèrent de hurler et se retirèrent en rampant. L'étranger était grand, sombrement beau et d'apparence noble. Personne n'entrava son entrée alors qu'il marchait directement vers la chambre du comte. L'accent du nouveau venu était étranger, peut-être de Kislev ou peut-être d'encore plus loin encore. Il se nommait Vlad von Karstein et récita ses nobles ancêtres au comte. Il réclama ensuite la main de l'ébahie Isabella en mariage. En regardant dans les yeux froids et morts de l'étranger, le comte regretta peut-être son serment précipité, mais avant qu'il ne s'en rende compte, il avait donné sa bénédiction. À ce moment-là, le prêtre Gutmann fut réveillé de son évanouissement et amené dans les chambres d'Otto, où la cérémonie de mariage fut célébrée devant le lit du comte mourant. Et presque aussitôt après les derniers mots rituels prononcés, Otto Von Drack expira finalement, laissant sa fille et tout son domaine entre les mains de Vlad von Karstein, un individu dont on ignorait vraiment son origine et que Otto ne connaissait que depuis quelques heures. Et le premier acte du nouveau comte fut de jeter l'oncle d'Isabella, Léopold, son rival potentiel, par la fenêtre la plus haute du château de Drakenhof. Et évidemment, après, on n'en a plus jamais entendu parler. Vlad semblait aussi excentrique que le vieux Otto, il ne mangeait jamais en présence des domestiques, il ne sortait jamais en plein jour, et il renvoya le vieux prêtre Sigmarit et l'expulsa de la ville. Personne ne revit jamais Victor Gutmann, et bientôt le nombre des anciens serviteurs du château furent congédiés et des étrangers mystérieux et basanés prirent leur place.
Cependant, le nouveau comte semblait moins oppressif que l'ancien, et ainsi, les habitants de la Sylvanie retournèrent vaquer à leurs occupations quotidiennes, ignorant les étrangers cagoulés et drapés qui visitaient souvent le château. Des années de règne punitif des Von Drack leur avaient appris à ne pas questionner les actions des supérieurs ou des nobles. Tout ce qui préoccupait les classes inférieures, en fait, en tout cas en Sylvanie, c'était qu'au moins le nouveau comte ne donnait pas d'ordre d'exécution insensé, ni ne réclamait de taxes exorbitantes sur un simple coup de tête. Personne ne doutait non plus de la prouesse du comte au combat, puisque lorsque la célèbre compagnie de Bernoff le Boucher arriva en ville en exigeant un tribut à Vlad, eh bien, le nouveau comte abattit le mercenaire vétéran comme s'il n'était qu'un jeune garçon débutant dans les arts martiaux. Le comte procéda ensuite à massacrer toute la bande de mercenaires, tandis que sa garde personnelle n'eut pas à intervenir et même regardait, se curant les dents et faisant des commentaires arrogants. La popularité du comte était en fait assurée à ce moment-là. Dans son domaine, les lois étaient respectées et les coupables étaient punis sans merci. Quelques jours à peine plus tard, la nouvelle arriva à Drakenhof qu'Isabella était tombée malade d'une maladie incurable. Un des médecins qui la soignait prétendit que son cœur s'était arrêté. Le nouveau comte insista que ce n'était pas le cas. Il renvoya les médecins savants, affirmant qu'il prendrait soin d'elle de ses propres mains. Et 3 jours plus tard, miraculeusement, elle apparut devant son peuple, affirmant qu'elle était complètement rétablie. Elle était cependant devenue plus pâle, plus languissante, et on remarqua qu'elle ne quittait plus jamais ses chambres sauf au clair de la lune. Au début, aucun des nobles rivaux de la Sylvanie ne prêta attention aux ordres du nouveau comte. Si cela dérangeait Vlad, il n'en montra aucun signe. En fait, le comte chérissait même ses tenanciers comme une famille paysanne qui chérissait une bête qu'elle engraissait pour un grand festin. Et après des décennies de règne du fou Otto, ce nouvel ordre fut accueilli par tous, sauf par quelques réticents qui avaient peut-être senti le coup venir. Après plusieurs mois, cependant, des choses sombres commencèrent à se produire. Des jeunes hommes et femmes des villages commencèrent à disparaître, les morts-vivants se rassemblèrent aux frontières de chaque village, en nombre toujours plus croissant, et au début ces forces étaient peut-être petites, et ne s'attaquaient qu'à ceux qui désobéissaient à l'autorité du comte. Et si des Sylvaniens rebelles échappaient aux griffes des morts-vivants, ils tombèrent rapidement victimes d'accidents étranges. Seuls ceux en fait qui avaient prêté allégeance à Vlad von Karstein semblaient immunisés contre ces déprédations. Et bientôt, les nobles renégats de la Sylvanie firent la queue pour lui prêter serment de fidélité. Et en 10 ans seulement, Vlad contrôlait la Sylvanie indisciplinée plus fermement que les comtes électeurs ne contrôlaient les plus grands états de l'Empire. Certains remarquaient que le succès de Vlad en tant que souverain était tel qu'il devait non pas garder contrôle de la Sylvanie, mais plutôt s'asseoir carrément sur le trône impérial et revendiquer en fait ce trône parmi les autres prétendants au trône à ce moment-là. Après tout, les von Karstein étaient une ancienne famille qui pouvait tracer sa lignée jusqu'à la fondation de l'Empire. Des générations plus tard, Vlad et Isabella présidaient toujours sur les terres inchangées par les années. Au début, peu prêtaient attention à leur longévité. La vie des paysans avait toujours été sordide et courte et les nobles avaient toujours joui de durées de vie bien plus longues. Cependant, lorsque la plus vieille femme de Drakenhof insista que sa grand-mère était une jeune fille lorsque Vlad von Karstein monta sur le trône, même la paysannerie la plus bornée commença à comprendre que tout n'était pas forcément normal. Les rumeurs croissantes attirèrent de plus en plus de chasseurs de sorcières en Sylvanie, et ceux qui choisissaient d'enquêter sur les von Karstein ne furent plus jamais revus. Pourtant, le pire était à venir. La mystérieuse maladie qui avait d'abord frappé Isabella von Karstein toucha d'autres familles nobles alliées au comte. Et bientôt, chaque château en Sylvanie abritait des gens à la longévité incroyable, mais qui vivaient exclusivement au clair de lune et la nuit, et qui avaient un teint pâle et qui étaient régulièrement connus pour être impitoyables pendant leur règne. Le nombre de vivants disparus devint de plus en plus notable. Les temples de Sigmar, de Thal et d'Ulrich furent fermés et les prêtres de mort furent chassés de la région, et les morts et tous ceux qui décédèrent de raisons naturelles furent laissés sans soin pour s'entasser sur les bords des routes. Des postes de garde sinistres furent établis le long de la frontière et peu furent autorisés à le traverser, que ce soit à la fois pour rentrer dans la Sylvanie
que d'en sortir. Et lorsque la catastrophe qui frappa la capitale de l'Ostermark, Mordheim, en l'an 2000, eh bien, Vlad réagit rapidement à cet événement. Comme vous le savez, une grande météorite de Malpierre avait détruit la moitié de la ville et des éclats de magie brute jonchèrent aussitôt les ruines. Alors que les prétendants au trône impérial envoyaient des forces mercenaires pour s'emparer de cette source de pouvoir, Vlad, quant à lui, envoya aussi de sombres serviteurs dans les ruines. Et il faudra une autre décennie avant que les étranges semences récoltées dans cette ville maudite ne portent enfin leurs fruits. Ici sont les prémices qui mèneront aux guerres vampiriques que nous verrons dans un prochain épisode.